Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous au pupitre d'Artissimo. Après une longue absence, nous voilà de retour pour une nouvelle série de 5 rencontres mensuelles qui se poursuivront jusqu'au mois de juin, durant lesquelles nous mettrons en lumière Alger, El Beja, El Mahroussa. Une idée imaginée par Artissimo en partenariat avec la Fondation Comptoir de Méditerranée. Alger, histoire de lieu, histoire de vie. Alger a toujours suscité 1001 passions. Nous irons à la découverte de cette ville millénaire à travers ses édifices, ses monuments, ses quartiers, ses personnalités emblématiques, ses légendes et sa richesse culturelle. Mais Alger ne se conjuguera pas uniquement au passé. Le présent et la vie actuelle s'inviteront dans nos échanges et discussions. Pour nous éclairer sur ces sujets, nous aurons le privilège, tout au long de ces rencontres, d'accueillir une pléthore de personnalités aux parcours exceptionnels. Artistes, psychologues, écrivains, sociologues, anthropologues, chercheurs et philosophes. Par ailleurs, les pupitres d'Artissimo mettront à l'honneur un artiste dont vous pourrez découvrir les œuvres à chacun de nos rendez-vous. Pour cette grande première, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nourdine Chebran à travers une belle exposition que je vous invite à admirer à l'issue de ce pupitre. Cette initiative se concrétise aujourd'hui grâce au soutien de généreux donateurs qui se sont engagés à travers leur contribution à faire rayonner la culture dans ses diverses expressions. Je remercie à ce titre les entreprises Inamed, Tosiali, le Centre Sidi Abdallah de cancérologie et Booster Consulting. Je présente également mes vifs remerciements aux amis qui m'ont encouragé dans ce projet. Ils se reconnaîtront. Sans oublier l'équipe d'Artissimo et leur indéfectible implication. Ce premier numéro est consacré au thème de l'intimité. Intimité dans les lieux de vie, intimité entre les membres de la famille et même intimité au sein des couples. De la Casbah au quartier d'El Hamiz, la sensible question de l'intimité et du jardin secret des familles algéroises est très peu évoquée. Le mode de vie est assurément différent selon que l'on habite dans une maison ancienne, un appartement haussmannien, une part d'immeuble de Djer el-Mahsoul ou une des villas commerciales de construction récente. Alors, comment vivent les familles mononucléaires ou traditionnelles dans ces espaces réduits ou même plus cossus? Comment hommes et femmes conçoivent-ils leur place à l'intérieur de leurs murs? Dans notre société conservatrice et prude, quelle place est donnée à l'intimité où souvent plusieurs générations cohabitent? Enfin, la sexualité des conjoints est-elle vécue différemment selon les lieux des espaces d'intimité? Pour répondre à ces questions, nous sommes heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Jlifa Hadjidj, sociologue et chercheuse au CREAD, Madame Fenka Medjahed, psychanalyste, et Monsieur Amziane Fahani, journaliste et écrivain. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, après l'intervention de nos spécialistes, la parole vous sera donnée, chers publics. Donc, mesdames et messieurs, à vos pupitres. Que celui-là, ça ne fonctionne pas. Pour commencer, donnons la parole à Madame Jlifa Hadjidj. Donc, Madame, comment la vie s'organise-t-elle entre parents, frères et sœurs, que l'on habite dans un modeste F2 qui fait office de chambre, parfois de living et de cuisine, ou que l'on occupe un appartement spacieux? Comment imaginer, par exemple, la vie chez les habitants des maisons anciennes où les couples souvent disposent d'une seule chambre qu'ils partagent avec leurs enfants? On connaît tous le fameux bungalow Kuba, les lits à baldaquin avec la couche en dessous pour les petits. Dans les familles supposées conservatrices, est-ce que la pudeur ne s'éclipse pas finalement à cause de cette promiscuité?
Et si on prenait le cas des familles modernes, voire occidentalisées, qui occupent des maisons ou appartements cossus, à Kedra ou de l'Ibrahim par exemple, est-ce que ces familles-là sont finalement plus ou moins conservatrices? À vrai dire, il est très difficile de répondre directement à la question parce que ça suppose de connaître toutes les familles algériennes en quelque sorte. Bon, moi, à vrai dire, j'ai travaillé sur la question du rapport de la famille avec son espace domestique qui est le logement. C'est-à-dire comment se fait le processus d'appropriation des espaces à l'intérieur des logements. Dans le cadre de mes enseignements, avec les étudiants, on fait un travail pour qu'ils comprennent la fonctionnalité des espaces, les rapports entre les membres de la famille, etc., soit intergénération, dans la fratrie, etc. Et je leur demande tout simplement de dessiner sans être architecte, de dessiner leur logement et quelles sont les fonctions affectées aux espaces. Donc il y a des espaces avec appropriation privée qui sont les chambres, quand il y a plusieurs chambres, parce qu'il ne faut pas oublier que le taux d'occupation par logement était de 7 il n'y a pas très longtemps et qui descend un petit peu avec tous ces programmes vers 5. La famille moyenne algérienne est de 6 en moyenne. Donc, et le parc de logement en Algérie, la dominante, c'est du F3. Pour juste vous donner quelques références. Et du F3, d'ailleurs je le dis souvent aux gens du ministère de l'Habitat, vous avez construit avec le F3 la famille algérienne, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants du même sexe et qui ne grandissent pas. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, parce que pour s'acheter encore une autre pièce, etc., c'est pour ça que les Algériens, dans les villes, parce qu'on a fait pas mal d'enquêtes, en fait, tout ce que je dis, c'est quand même sur la base de recherche ou d'étudiants faites par moi-même. Donc, quand on a demandé qu'est-ce qui est important dans un logement aux familles algériennes, les villes du Nord, c'est ni l'architecture, ni l'environnement, ni rien, c'est la surface. Voilà, ils ont besoin de surface, c'est la surface qu'ils demandent. Donc je dis aux architectes, voilà, il faut répondre à cette demande de surface. Malheureusement, les programmes publics ne répondent pas tout à fait. Et donc, comment se construisent les rapports? Et j'ai fait des enquêtes à Innaba dans les années 80 dans les bidonvilles, et j'étais confrontée à ce problème de proximité, de promiscuité, etc. J'ai eu à faire une fois une enquête un dimanche, quand le week-end était un dimanche. Je faisais qu'avec les femmes, et ce jour-là, il y avait des hommes. J'étais chercheur, donc j'étais en face de quelqu'un, et un monsieur éclate, et il me dit, on est tellement dans les bidonvilles, une pièce, maximum 2, on dort, je suis à côté de ma fille, à côté de ma femme. Et puis les hommes ont commencé à le calmer pour dire non, quand même, tu parles à une femme, mais c'est la réalité, c'est-à-dire ils sortaient de ce qu'ils vivaient, ils n'avaient pas d'intimité. Même dans les logements sociaux nouveaux, etc., j'ai fait des enquêtes, imaginez un F3, c'est moi qui suis rentrée, un F3 à Naja, un bigame, un fils marié, une fille et des petits-enfants. Donc, ils sacrifient en quelque sorte. Il y a des parents qui sacrifient leur sexualité pour qu'ils puissent donner une pièce à un des garçons. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est dans les bidonvilles qu'il y a les familles les plus nucléaires. Parce que eux, quand ils ont un problème de crise de logement ou de cohabitation forcée, ils peuvent construire. Tandis que d'un immeuble, un balcon, on fait toutes les transformations qu'on peut, mais on arrive à une limite où c'est plus possible. Et donc les familles nucléaires se trouvent plus. C'est pour ça que conservateurs, modernes, familles dans les bidonvilles, familles dans les grandes villas, je suis rentrée dans des grandes villas où les espaces étaient fermés à clé, des grands salons, mais fermés à clé, etc. Donc il ne faut pas trancher, c'est ni blanc ni noir. Les familles nucléaires sont de familles nucléaires, c'est le couple et les enfants non mariés, mais dans les logements dits modernes, etc., on va trouver 2 générations, des couples, etc. Donc il ne faut pas être conservateur moderne. Conservateurs modernes. Les Algériens, dans leur pratique, fabriquent en quelque sorte, en prenant du moderne, en prenant du traditionnel, etc. Donc, j'aime pas du tout aborder la question entre termes de modernité et tradition, parce que ça mène à une impasse. Qu'est-ce qui est moderne? Qu'est-ce qui est traditionnel? Ce qui est traditionnel peut devenir moderne, et vice-versa.
Donc je pense qu'on ne va pas s'enfermer dans cette problématique, mais de voir comment vivent les Algériens au quotidien. À Diane Marceau, j'ai des étudiants qui ont fait la structure de la famille et comment ils occupaient l'espace. Comment ils occupent l'espace? Comment ils occupent l'espace? Ils sont à la recherche d'espaces privatifs pour leur intimité, ce qu'ils n'ont pas toujours. Dans les petits logements, quand ils sont nombreux, etc., ils n'ont pas cet espace privé. Ils n'ont pas cet espace, d'ailleurs parfois on dit, ah oui, il y a une continuité ou une rupture entre l'espace public et l'espace privé. Mais quand on voit la façon dont ils s'habillent, avec le syndrome de la Béra, c'est vraiment l'espace extérieur. C'est la continuité de l'espace privé. C'est la continuité de l'espace privé où les jeunes, selon les quartiers, aussi se font des espaces intimes, des espaces plutôt privatifs. Donc ils sont à la recherche d'espaces privatifs, c'est-à-dire avoir un espace à soi. Et donc du coup, le séjour devient de plus en plus, enfin l'espace de réception, l'espace public n'est pas un espace que pour la réception, il est pour la vie de famille, et polyfonctionnel, parce qu'on dort, on mange, etc. Donc donc en termes de sexualité, je veux dire que parfois le couple déjà physiquement il n'a pas de présence réelle parce qu'il n'a pas d'espace réellement affecté à ça. Il n'a pas d'espace affecté à ça. Alors, franchement, j'ai visité pas mal de maisons et de familles et en général, c'est les personnes âgées, la génération des parents, c'est elles qui sacrifient sa sexualité. Et quand la femme, en général, plus souvent, vu la loi démographique universelle sur la surmortalité masculine, les femmes se retrouvent veuves, bon, c'est moins compliqué. Elles dorment avec les petits-enfants, avec les autres, etc. Voilà, donc c'est très difficile. Il faut faire vraiment des études de détail, de sérieux, parce que la famille algérienne, elle est multiple. En termes de taille, en termes de structure, en termes de mode de vie. Par exemple, par rapport à un travail que j'ai fait pour une consultation sur le mode, sur l'alimentaire. L'alimentaire, comment se nourrissent les gens? Parce que c'est une entreprise qui voulait comprendre comment se nourrissent les gens pour adapter leurs produits. Et bien, vous voyez des familles modernes, mais la manière dont... J'ai classé les familles en trois. Les familles ouvertes, celles qui voyagent, celles qui ont bougé, ouvertes sur la cuisine, pas seulement algérienne dans son ensemble, mais aussi à l'extérieur. La famille semi-ouverte, c'est-à-dire parce qu'elle a beaucoup bougé dans la vie, elle a fréquenté différentes régions d'Algérie, donc elle est ouverte aux cuisines. Et la famille fermée qu'on trouve à Alger, vraiment fermée sur sa façon de se nourrir et de cuisiner, évidemment. Parce que c'est eux la référence, ils ne bougent pas. Malgré tous les modes de transmission de la cuisine qui aujourd'hui ne se font pas oralement par les générations, mais qui se font par les bouquins, par l'Internet, d'ailleurs on dit qu'en Algérie, pendant la foire du livre, selon certains, que ce qui se vend le plus, c'est les livres de cuisine. Et est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une enquête sérieusement? Donc vous voyez, même des familles dites une belle ville à Hidra pour rentrer, mais la manière dont ils se nourrissent, ça ne va pas du tout dans ce qu'on va appeler moderne. Parce qu'il y a d'autres références, c'est pas seulement le niveau économique, c'est pas seulement les pratiques, parce que dans les modes d'appropriation, pour revenir à la question, le mode d'appropriation, vous savez, il y a trois types. Il y a le mode d'appropriation juridique. Déjà, quand on est propriétaire, on est locataire, on ne s'approprie pas de la même manière l'espace du logement, évidemment. Deuxièmement, c'est l'espace, c'est l'appropriation de l'espace d'une manière sociale. Sociale, ça renvoie à votre catégorie sociale, à vos pratiques, à vos... en reprenant les termes de Bourdieu, l'habitus, etc. Et puis, il y a l'appropriation symbolique. Symbolique, ça veut dire quelque chose. Entre la répartition des espaces entre les sexes, déjà, entre les âges, etc. Voilà. Et en termes de chaleur humaine, ça se passe comment dans les familles, dans les maisons, on va dire, où les lieux sont plutôt restreints et ceux qui sont plus spacieux? Bon, Fayra va peut-être revenir sur la question. Les psychologues connaissent bien la question. On dit que plus de 2 personnes par pièce, ça devient pathologique. Parce que déjà, la personne elle-même, 2 personnes, vous les mettez dans une pièce, la cohabitation, c'est pas évident. Même au niveau d'un couple. Un veut la clim, l'autre pas. Un veut regarder la télé, un veut la lumière. Donc déjà, plus de 2 personnes, ça devient problématique. Évidemment,
Plus l'espace, ça c'est même les animaux, plus l'espace est restreint, plus il y a les conflits. Plus il y a les conflits entre les individus, s'il n'y a pas vraiment une règle, parce qu'il y a des règles de cohabitation, etc. Et donc, il y a nécessairement des conflits. Bon, on parle beaucoup que depuis, les liens sociaux sont relâchés, les liens familiaux, etc., etc. Mais nous, quand on les teste, par exemple, sur des pratiques réelles, que ce soit pour la santé, la famille se mobilise pour aider pour la santé, la construction, vous trouvez un père avec ses fils qui construisent ou des frères qui construisent, et on est sur une autre forme maintenant, par exemple, de la maison. On a l'impression que c'est une maison individuelle, avec famille nucléaire, mais en fait c'est une famille élargie, recomposée avec des espaces en quelque sorte, hein, entre guillemets autonomes. D'ailleurs quand on voit, on fait des enquêtes, les vieux se mettent soit en haut, c'est la hiérarchie contrôlée, soit en bas aussi, mais ils se mettent jamais entre les étages, entre intermédiaires. Donc il y a quand même un sens pratique, il y a quand même une logique. Voilà. Peut-être qu'on va passer à Madame Faïra Mojahed et on fera un aller-retour entre nous. Alors en tant que... Bienvenue. Désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci. En tant que psychanalyste, déjà, est-ce que cette question de l'intimité est un motif de consultation ? Nous connaissons tous le système D, des matelas en mousse déployés la nuit et empilés le jour, les frères et les sœurs qui sont dans la même pièce, il peut y avoir une gêne, l'épouse, comme vous l'avez dit madame, souvent font couche à part, par pudeur à l'égard des enfants devenus grands. Donc est-ce que la vie affective des parents n'en prend pas un coup, donc générant ainsi un sentiment de frustration ? Ou est-ce que la promiscuité aussi exacerbée ne permet pas, quelque part, à un moment donné, de faire sauter les verrous de la pudeur et de vivre sa sexualité pleinement faute de choix ? Paradoxalement, les couples plus nantis évoqués précédemment sont-ils plus épanouis dans leur relation conjugale, puisque leur intimité est considérée comme préservée ? Alors moi, je vais appeler au secours tout de suite Freud, qui a parlé d'intimité. Pour lui, le terme d'intimité, c'est la relation entre mère et enfant. C'est cette relation d'intimité où la mère, en regardant son enfant à qui elle donne le sein, ça lui permet de grandir dans un environnement aimant, sécurisant et hospitalier. Peu importe l'environnement dans lequel ils vivent. C'est la relation entre mère et enfant qui est la plus importante et la plus indispensable pour la construction de la personnalité de cet enfant à venir. Alors, si le sein est bon, c'est-à-dire que si la mère, elle regarde son enfant et elle lui donne en plus de son lait l'amour et l'affection qu'il faut, cet enfant va grandir dans un milieu aimant et il va être sûr de lui. Par contre, alors, il faut quand même dire qu'il y a le père. La mère, elle présente toujours le père dans les mots, dans la façon dont elle parle du père. Ça va être ce tiers qui permet à l'enfant de se représenter la famille spatialement, c'est-à-dire sur le plan symbolique. Il y a la mère, le père et l'enfant, et puis les autres, puis le transgénérationnel, c'est-à-dire que tous les mots construisent la psyché de cet enfant et qui l'aident à grandir. Cette construction de sécurité, d'assurance, alors peu importe qu'on soit dans une villa, à la Kasbah ou dans les triangles, c'est la relation mère-enfant. Et si je prends par exemple l'exemple de Roman Gary, qui avait vécu dans un dénuement absolument incroyable et qui ont traversé plein de pays, ça a fait de lui, cette relation mère-enfant a fait de lui le plus grand romancier, écrivain de la planète. Et il a eu 2 fois le prix Nobel. Je veux dire, c'est cette intimité. Goncourt, pardon, oui, tu as raison. C'est cette relation mère-enfant, cette intimité-là, c'est pas l'espace qu'il a construit, c'est pas l'habitat, c'est la mère et l'enfant. Alors, si la mère, elle est angoissée,
si elle est perturbée dans ses relations avec les autres, elle va transmettre cette angoisse et son mal-être à cet enfant qui en voudrait toute sa vie à cette mère qui lui a donné le mauvais sang et pas le bon sang, comme c'est en principe écrit dans la littérature. Winnicott, elle a beaucoup parlé de cet espace transitionnel qui permet à l'enfant de passer de la mère, de l'amour de la mère, à l'amour des autres. Et cet espace est vraiment indispensable pour s'approprier tout le reste. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Alors pour la première question, qui sont les personnes qui viennent vous consulter? Donc vous exercez à Alger, et donc par rapport à cette différence de lieu, nous restons toujours dans notre ville. Qui sont vos patients? Est-ce qu'il y a cette problématique du lieu d'habitation qui est posée lorsqu'on leur vient parler de questions d'intime, de relations familiales ou de couple? Ils viennent de tous les milieux, et la question qu'ils posent en premier, c'est le désamour de la mère. Ils viennent me voir, ils viennent consulter à cause de ce désamour-là, parce que la mère ne les a pas regardés quand ils étaient petits, quand elle leur donnait le sein. Alors je vais vous donner un exemple d'une analysante qui est exceptionnelle. Celle-là, elle est venue, quand elle est tombée enceinte, c'est là où elle est venue consulter. Elle habite dans une très belle maison. Donc grand espace. Très grand espace. Et quand elle a accouché à son tour, elle ne pouvait pas donner le sein à sa fille sans pleurer. Elle pleurait tout le temps. Alors je lui demandais, mais pourquoi vous pleurez? Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'arrête ma fille, les larmes coulent de mes yeux et je n'arrive pas à les arrêter. Et il fallait attendre plusieurs séances après pour qu'elle réalise qu'à sa naissance, elle est née 1 an après son frère aîné, voilà, 1 an après, et sa mère, au lieu de lui donner le sein à elle le donnait à son frère, lui disant il a besoin plus que toi. Enfin, elle lui a raconté ça plus tard, que ton frère a besoin d'être grand, fort, toi tu es gentil, tu n'as pas besoin. Et c'est le fait qu'elle lui ait pas donné le sein, cette privation du sein maternel, quand elle donnait son sein à sa fille, elle ne savait pas qu'elle revivait la même scène qu'elle avait vécue, et que les larmes qu'elle n'avait pas versées à ce moment-là, c'est en donnant le sein à sa fille que lui sont revenues les larmes, qu'elle a pu enfin pouvoir... voilà. Et ça a restauré quelque chose de cet désamour de cette mère-là, et ça a pu accompagner sa mère, parce que sa mère, entre-temps, durant la cure, sa mère est tombée malade. Alors je lui ai dit, il faut accompagner votre mère et lui pardonner pour pouvoir vivre en paix, parce qu'elle avait besoin de pardonner à sa mère pour pouvoir couper enfin le cordon ombilical qu'il a fixé, qu'il a ligoté à sa mère. Alors, cet exemple est intéressant. Alors, est-ce qu'il est possible aussi d'avoir d'autres exemples, justement, il ne s'agit pas de parler de problèmes, mais de relationnel. Comment, à travers votre expérience, les relations familiales se tissent? Quels sont les problèmes récurrents? Et sinon, tout simplement, comment vous pouvez décrire cette relation? Est-ce qu'elle est véritablement liée au milieu de niveau, ce qu'on appelle les familles modernes ou traditionnalistes? Est-ce que ce sont les mêmes, problématiques auxquelles ils font face? Il faut dire vraiment, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Les personnes qui viennent me voir, elles sont sur le plan intellectuel et sur le plan, non financièrement, c'est en fonction de la cure, la séance, c'est en fonction des revenus des personnes. Par exemple, le mardi, les personnes ne payent pas. C'est permis. Non, c'est permis, exactement. C'est pour les adolescents et les adolescents, et c'est une journée non payante. Et ils viennent.
Alors, c'est des personnes qui sont intellectuellement préparées à faire une cure. Ils viennent, ils s'allongent, hommes et femmes, adolescents et adolescentes, de tous les âges, mais c'est de l'intellect qui est. Enfin, voilà. L'état d'esprit. Et donc, voilà. Alors, et ceux-là, quel que soit l'habitat où ils sont, ils savent qu'ils ont envie de régler des problèmes avec eux-mêmes d'abord. C'est avec eux-mêmes ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils sont persécutés par le regard de l'autre, ils sont dans une relation envieuse de tout ce qui est les autres réussissent, ils sont dans un état d'élabrement d'esprit incroyable, ils viennent demander de l'aide, un accompagnement pour restaurer leur propre image d'eux-mêmes. D'accord. Qui peut avoir un impact dans leur relation à leur famille, à leur conjoint, sur la relation de conjoint, comment ça se passe? Leurs enfants, surtout, et même sur le plan professionnel. C'est des personnes qui sont dans une impasse. Ils sont à un moment donné de leur de leur existence, ils sont dans une telle impasse, au fond du trou, ils ne voient plus rien et ils demandent de l'aide et un accompagnement pour qu'ils puissent reprendre goût à la vie, reprendre les couleurs, voilà, restaurer quelque chose qu'ils ont connu mais qu'ils ont perdu. Et franchement, c'est passionnant. Merci. Alors la dernière fois, lorsque nous avions parlé au téléphone, je vous avais dit, mais est-ce que finalement on pense que les familles, la même chose, hein, ce sont on part de certains postulats, mais qui ne sont pas forcément fondés, où l'on considère que les familles qui vivent dans des espaces plus réduits, plus populaires, sont plus conservatrices que celles qui sont, on va dire, qui vivent sur les hauteurs et qui ont une vie un peu à l'occidentale. Et vous m'aviez dit que pas forcément, parce qu'au contraire, il y a cette promiscuité qui crée du lien que l'on ne va pas forcément trouver dans des autres familles. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée-là? Oui, tout à fait. Bon, je ne vais pas dire que l'espace ne joue pas de rôle du tout, mais disons, c'est tellement multifactoriel que l'espace a un élément, intervient pour une faible partie. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a les relations intergénérationnelles, il y a comme la construction de l'individu, le rapport aux autres, le rapport au quartier, le rapport qui font que il n'y a pas nécessairement, c'est pas tranché parce qu'on est dans un espace beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche, beaucoup plus, etc. Et donc, comme je vous ai dit, que pour l'alimentaire ou pour autre chose, on voit bien que les familles algériennes, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui structurent ces pratiques. C'est comme maintenant, par exemple, ils disent l'école ça sert à rien, les diplômes, tout le monde est chômeur, mais les pratiques des gens, toute famille algérienne dépense un budget pour les cours. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc ça veut dire qu'ils croient. C'est vrai que l'école n'est plus l'ascenseur social aujourd'hui. C'est pas que ça qui sert pour s'insérer dans le marché du travail, mais il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est comme dit Faïra, c'est pas n'importe qui vient en analyse. Il faut qu'il soit déjà doté pour faire la démarche. C'est comme consommer de l'art. Vous savez, les enfants tous, ils n'ont jamais parlé peinture à la maison, ils savent pas ce que c'est. Donc il faut une dotation, il faut un capital culturel pour utiliser les concepts de Bourdieu. Et donc il faut un capital culturel qui est structuré au fil des ans. C'est pas homogène, c'est accumulatif, c'est pas tranché complètement. Et donc dans ces familles. Dans ces familles, il y a les relations quand même familiales. Bien sûr, je vous ai dit, l'espace joue un rôle quand il est restreint et qu'il faut l'occuper, l'approprier. Nécessairement, il y a des conflits. Et ça ne veut pas dire que les gens qui vivent dans des palaces, il n'y a pas de conflit non plus. Hein, parce qu'ils relèvent d'autres choses que de l'espace. Et donc, on avait fait avec Madame Ousdir, on avait travaillé sur la famille, on voulait comprendre sur femmes, famille et fécondité en milieu urbain. Donc, pour faire ce travail, qui a été demandé par le FNUAP,
Bon, faire des gosses, c'est comme partout dans le monde, quoi. Mais il y a des pratiques culturelles qui sont totalement différentes. On a toujours dit des pays sous-développés, ah oui, ils ont une démographie sauvage, ils n'utilisent pas les moyens de contraception modernes. Pas du tout. Même dans les pays même dans les sociétés dites archaïques, traditionnelles, etc., ils utilisent énormément de choses, que ce soit avec la sorcellerie, avec les trucs, enfin il y a un tas de trucs, mais que c'est pas sauvage, qu'il y a une rationalité dans la fécondité. Et c'est là où on s'est rendu compte que la notion de couple, on est rentré dans différents milieux sociaux. Hein. Bon, pour l'histoire de l'espace, parce que je me suis occupée de cette partie, j'ai choisi l'histoire urbaine de la ville pour choisir ces familles qui sont implantées dans des espaces différents. Évidemment, inévitable la Casbah. C'est la source de la ville, c'est l'originel. Donc on était obligé de passer par la Casbah. La rue des Douches, justement, aussi, rue des Douches, la Bible Mehdi, voilà, les immeubles modernes, etc., cossus. Et puis, on a choisi 2 excroissances d'Alger. Babzoua, l'excroissance d'Alger, et Chiraga. Et quand on prend Chiraga, il y a le noyau central des vieilles familles, mais il y a aussi toutes ces villas, ces constructions où les gens viennent la plupart d'Alger. C'est les gens de Didouche, Mohamed Khames qu'on retrouve à Alger, qu'on retrouve à Chiraga. Parce que ce que ne comprennent pas nos décideurs, c'est que toutes les communes du centre sont en récession, du point de vue démographique. Jusqu'à Harrach, parce que les gens sont partis. La Casbah faisait 100 et quelques mille habitants, elle ne fait même pas 40 000 aujourd'hui. Bab el-Oued, Hamma, etc. Ils sont où? Ils sont dans les excroissances, Daria, Bab Hassan et machin. Et donc c'est là où il faut mettre ce qu'il faut comme équipement, etc. D'ailleurs, on compare seulement le nombre d'enfants par classe. Dans ces 38 communes du centre, ils ne dépassent pas les 25. Et dans les autres communes, ils sont à 50-55. Donc c'est pas la même école. C'est pas la même école pour tout le monde selon les espaces. Et donc revenons à ce que je disais tout à l'heure. Et donc toute catégorie sociale, tout ça, les excroissances. Bon, on trouvait qu'à la Casbah, c'était institutionnel. Le fait d'être femme, quand on dit une femme de Casbah, ça a un sens. Un homme de la Casbah, ça a un sens, c'est-à-dire d'où il est venu, il s'est intégré parce qu'il y a un code, ça marche, et voilà. Mais malheureusement, quand on demandait aux filles quel était le mari idéal, c'était plus le voisin qu'on voyait par les terrasses. C'était l'émir ou ailleurs, c'était la sortie de la Casbah, c'était fini. Et donc dans les autres, effectivement, il y a tellement une acculturation, une cohabitation, etc., en diverses, même soit des gens de la Casbah, des gens des bidonvilles, des autres, et bien nécessairement, qu'est-ce que ça produit? Et toutes les cités nouvelles, maintenant, il y a du relogement, qu'est-ce que ça produit? Des gangs de jeunes qui veulent chacune s'approprier un espace, et c'est avec des épées, etc. Donc c'est des nouveaux espaces d'habitation où il n'y a pas encore une codification. Il faut laisser le temps au temps. Ici, par exemple, dans la rue des Douches, etc., dans la rue des Douches, de beaux appartements, etc., une catégorie sociale, mais la façon dont ils pensaient, il y avait une vieille dame, je me rappelle toujours, sur la rue des Douches, elle me dit, ça n'existe pas un homme stérile. Ça n'existe pas. Petite douche. Donc c'est pour ça que je vous dis, en termes d'idées, en termes de pratiques, en termes de représentation, il faut des études très fines, sérieuses, pour voir est-ce que vraiment, quand je l'ai fait sur l'alimentaire, je le voyais très bien. C'est-à-dire les catégories sociales, celles qui sont plutôt bio, c'est une catégorie sociale, il faut avoir une culture pour ça. Voilà, donc il ne faut pas schématiser, vraiment un tranché. La science, c'est de la rigueur, donc il faut aller au terrain, récolter l'information, voir, etc. Merci. Donc, après, on va passer à mon cher ami Méziane Kahali. C'est à votre tour de vous exprimer sur cette question de l'intimité. Donc, je sais qu'en tant qu'auteur, vous avez déjà traité de ce sujet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors déjà, j'aimerais vous parler d'une expression que j'adore. C'est en mon intime conviction. C'est un truc qui m'a toujours fasciné et qui est à la fois amusant et profond. Et je remarque que depuis tout à l'heure, nous parlons surtout de promiscuité, c'est-à-dire de rapport à l'espace. C'est certain que la promiscuité a un effet
j'allais dire, massif sur l'intimité. Mais de manière empirique, chez les femmes, j'ai pu observer des cas de familles qui sont plus qu'à l'aise et qui vivent dans des demeures où il y a plusieurs salles de bain, plusieurs des jardins, des garages et tout, où se posent quand même des problèmes d'intimité. Je veux dire, donc, il y a un rapport je veux dire, la promiscuité et l'exiguïté sont des facteurs qui jouent un rôle selon les valeurs aussi qu'on porte, parce que c'est par rapport à cette valeur qu'on se définit notre forme d'intimité. Voilà, il y a des gens qui acceptent de voir une femme en maillot de bain à la plage et d'autres non. Je veux dire, c'est lié aussi aux représentations de la pudeur, aux représentations de la morale et aussi à la structure, aux relations dans la famille, comme l'a bien souligné chez les femmes. Il y a aussi l'intimité, pour moi, renvoie aussi dans l'espace urbain, puisqu'on a parlé de l'intimité uniquement intramuros, mais il y a aussi l'intimité du dehors. Moi, par exemple, je réclame mon droit à une intimité, même si je suis sur le boulevard ici ou dans un espace public, je veux dire. Et là, on passe à une autre notion qui est celle de l'anonymat que la ville apporte. Or, à Alger tout particulièrement, la structure d'Alger et son évolution puisqu'on est centré sur Alger à travers le cycle, donc parlons d'Alger, il y a eu une concentration. Une fois, on s'est amusé avec un ami en plaisantant. Hein. On s'est dit, où sont les territoires de l'anonymat? Alors, je lui ai dit là, tel quartier. Il m'a dit, tu plaisantes, il y a mon oncle qui habite là-bas. Je lui ai dit, tel truc. Il me dit, non, attends, c'est là-bas que... Je veux dire, donc, on a essayé de faire la carte, notre plan d'Alger, des lieux intimes. Bon, à l'époque, on était adolescents et on voulait avoir un droit à certaines privautés dans des petits coins perdus. Donc, voilà. Donc, il y a ce rapport-là. Et par exemple, j'observe quelque chose d'intéressant et je vous conseille de prendre le métro, vraiment, même si vous n'en avez pas besoin. Faites-le au moins une fois, pour, si ce n'est pas sur votre parcours, et essayez de voir comment les gens se comportent. Vous allez voir que c'est un comportement très différent de celui que nous connaissons. C'est-à-dire, je m'interroge. Je me suis dit, attends, c'est pas ce morceau de technologie qui fait que mes compatriotes, que j'ai envie, comme je dis souvent, à la fois d'embrasser et de gifler, que mes compatriotes deviennent soudain policés, corrects. C'est extraordinaire. Et en même temps, je découvre une chose en prenant le métro, c'est que maintenant que la ligne s'est étendue jusqu'à l'Arrach, et elle va s'étendre par là, il y a beaucoup de gens à qui ça ouvre de nouveaux espaces d'anonymat. Le jeune d'Al-Harraj qui veut voir sa petite copine, je suppose, il va lui donner volontiers rendez-vous à Tidouche, et en 2 secondes, ils sont là et ils peuvent se voir sans qu'il y ait le regard de la tribu. Mais même, je suis allé à la station d'Al-Harraj, et ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à pied là-bas. Je suis remonté sur la place et j'ai vu que c'était un autre monde. Une belle place en plus. Et bon marché. Donc il y a cette question aussi de l'anonymat dans l'espace public parce que c'est une forme, j'allais dire, d'intimité collective. Comme si, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une forme d'intimité collective. On est ensemble, on est dans la rue, mais chacun a fait pas ce qui lui plaît, bien entendu, au-delà de toute limite. Excusez-moi, mais néanmoins d'être respecté dans sa personne. Voilà. Ah oui. Juste un petit mot, Oui, si bien vous sûr. permettez.
Dans les recherches, dans nos recherches sur le terrain, je parle des étudiants, dans les nouvelles cités d'habitation style ADN, Sidi Abdallah, etc. Vous savez ce que demandent les femmes? Bon, dernièrement, ils demandent la sécurité. Le gros problème, c'est la sécurité, parce qu'il y a une densité de population avec les jeunes, etc. Et donc, qu'est-ce que demandent les femmes? La rue. Elles demandent la rue. Parce que dans ces bâtiments, voilà, quand tu parles de... Parce que la rue, c'est l'anonymat. Quand elles sont dans ces cités, les bâtiments, elles ne sont pas dans la rue. Parce qu'il y a un contrôle social qui s'exerce. Et justement, ce qui leur manque dans ces nouvelles cités, indépendamment des commerces de proximité, c'est la rue. Donc vous voyez comment les femmes qui, avant, c'était l'espace domestique, les hommes l'espace extérieur, public, et bien maintenant les femmes réclament la rue. Voilà. Améziane, je crois que vous aviez traité de ce sujet dans vos écrits. Oui, enfin, dans mes écrits, mais tout écrivain, je pense, traite de ça, parce que c'est quoi finalement la littérature? Que dit la C'est la littérature mise à contemporaine? disposition, non mais même la mythologie grecque, c'est l'intimité des dieux de l'Olympe qui est étalée à tout le peuple grec, et même si c'est complètement fantasmé, c'est une représentation de mode d'intimité. Je veux dire, toute littérature, hein, qu'elle soit mythologique, poétique ou autre, finalement, c'est quoi? C'est uniquement sous une belle forme, bien sûr, autant que possible, c'est de l'intimité que l'on rend publique. Et qu'on raconte des histoires de gens chez eux, dans leur nudité même morale, physique. Et donc, toute littérature, pour moi, a cette fonction aussi évidemment, et tous les lecteurs sont quelque part des voyeurs, j'allais dire, mais gentiment. Voilà. Oui. Après, peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a moins de tabous, en tout cas, dans la manière d'exprimer les choses, dans les relations familiales, conjugales, intimes. On tourne moins, on va dire, autour du pot. On va utiliser des termes beaucoup plus crus pour décrire certaines situations, ce qui n'était pas, je parle de la littérature algérienne, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Je sais pas, moi franchement j'ai un point de vue, des fois je m'accroche souvent avec des amis ou d'autres personnes, mais je sais pas, quand on parle de ça on oublie souvent, par exemple, que Mouloud Feraoun a écrit en 1950 La terre et le sang, et vous imaginez ce que c'est que la terre et le sang? C'est une histoire d'adultère, et consommée en plus, dans un village kabyle aggravé par des relations étroites de parenté. S'il n'y a pas plus audacieux que ça, vraiment c'est fort comme truc. Dans la période, Reda Houhou, comme par hasard les deux assassinés, martyrs, je veux dire, Reda Houhou a écrit un livre qui s'appelle... Reda Houhou a fait ses études en Arabie Saoudite. Sa famille l'avait envoyé et il a étudié en Arabie Saoudite. Et là-bas, il s'est mis à écrire dans les journaux du Moyen-Orient, etc. Et il a écrit son seul roman, d'ailleurs, je pense. Mon cher Zikin, tu me corriges. Bon, son premier roman, ça s'appelle Rabit al-Qura, qui est, traduction, c'est La Belle de la Mecque. Qui est, alors, si vous lisez l'arabe, lisez-le, moi je l'ai lu en me faisant aider parce que je ne suis pas fort en arabe, hélas. Et ça raconte une histoire d'amour en plein pèlerinage. Et ça a apparu dans les années 50 en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui encore, dans le dictionnaire de littérature saoudienne, ça existe, oui, il y a Reda Houhou figure comme un des éléments comme un élément de cette littérature nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'audace, elle n'est pas d'aujourd'hui. Si je prends la musique, les textes de la musique andalouse, attends, là c'est quasi Kama Sutra. Non mais c'est vrai, quand on connaît les codes et les symboles et les images et la symbolique qu'il y a, c'est d'une audace extraordinaire.
Et donc, pour moi, Hizia, le passage, il y a eu le film, rien, bien belal, c'est pire. Enfin, pire, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on oublie que nous avons en fait tout un patrimoine qui part de ça, et puis on appartient quand même, du point de vue au moins civilisationnel, à une religion dont le texte sacré a une... je veux dire, on n'est pas dans le péché originel du christianisme avec le Coran, c'est pas... mais quand même, on parle des choses crûment. Ouais. L'acte sexuel, il est mentionné là-dedans. Donc pour moi, tout ce qu'on dit sur la nouvelle littérature algérienne, oui, il y a de la crudité, mais je trouve parfois exagéré, sincèrement. Je veux dire, quand on sent que ça devient une finalité, ça perd toute littérature. Quand on sent, par exemple, il y a certains auteurs, c'est marrant, chaque fois qu'ils sortent un livre, je fais des paris avec mes copains, ça me permet d'avoir des restos gratuits. Je leur dis voilà, son livre il va sortir, toute la presse va mettre qu'il a cassé les tabous. Alors, presse arabophone, francophone, truc, et il a cassé les tabous. Pas la peine de citer de nom, il y en a plusieurs, mais bon, il a cassé les tabous, et moi je dis toujours, s'il les a cassés une fois, et deux fois, et trois fois, qu'est-ce qu'il en reste? À moins qu'il ne les ait jamais cassés. Parce que quand on est dans la superficie, on ne va pas au fond des choses. Et donc, oui, il y a de plus d'audace, il y a plus de liberté. Ça, c'est tant mieux, parce que c'est un indicateur de liberté d'expression. Un écrivain, il peut... ça. Je vous signale d'ailleurs une chose intéressante, il y a un docteur d'État en littérature comparée de l'université de Constantine, Abdelali Mertezi, à ne pas confondre avec Medjid, qui est son frère, historien. Il a fait une étude incroyable. Il a pris la rubrique culturelle du journal de l'association des ulama de Cheikh Ben Badis. Le journal s'appelait El Basaïr. Et à l'époque, le journal ouvrait la rubrique à des jeunes poètes arabophones, et notamment qui écrivaient, et on leur donnait cet espace. Il se trouvait que la moitié d'entre eux étaient affinés, du point de vue culturel, au mouvement surréaliste. Et ils y allaient fort, je veux dire. Et c'est le mérite du Cheikh Ben Badis, c'est qu'il n'a jamais censuré ces textes, qui étaient pourtant osés. Et même, on a retrouvé des lettres où il écrivait « Mon cher fils, tu as publié un poème dans notre dernier truc, mais là tu as quand même exagéré. Ya Hambatak, essaie de mettre une certaine PM, enfin n'oublie pas nos valeurs, mais sans jamais les censurer. » Donc je veux dire qu'il y a quand même, on ne sort pas du néant, on a un patrimoine de liberté, de façon de dire à la fois élégante, parce que dire la sexualité crûment et la dire comme une qasida de Andalouse, c'est quand même autre chose que... Voilà. Bon, voilà. Moi, Peut-être, oui. Alors, on en avait parlé avec... Bon, j'ai commis un recueil de nouvelles, comme vous le savez, et il y en a une, quand on a parlé de la rencontre, et Safira m'a dit si je pouvais lire un petit, parce que ça s'appelle De l'origine des bruits, ça se passe dans un immeuble, et donc ça pose cette question. Je vais vous lire un petit... Alors, bon, malgré la fournaise du dehors, le hall de l'immeuble dégageait une belle fraîcheur. Dès l'entrée, Ziad en ressentit l'effet avec un bonheur qui se diffusa sur tout son corps. Au fond du couloir, dans le réduit des boîtes aux lettres, pris dans une douce pénombre, l'impression était encore plus forte. 10 degrés de moins qu'à l'extérieur, estima-t-il en ouvrant sa boîte. Il lisait toujours son courrier sur place. La facture d'électricité et de gaz lui arracha un jurant.
Payez d'abord et plaignez-vous ensuite, lui avait-on dit. En cas d'erreur, on défalquera la différence. Il avait écrit en vain. Pourtant, il était resté longtemps hors de chez lui. Une tournée dans 3 villes pour sa nouvelle pièce, une participation au festival de Carthage, et sur le chemin du retour, 15 jours à Annaba pour garder la maison de sa sœur, partie en Espagne avec son mari. Il y avait aussi une lettre postée de Rome, une invitation du théâtre Sistina. 4 jours dans la ville éternelle, entre gens de bonne compagnie, tout frais payés, de quoi oublier la facture d'électricité. Il reprit les sachets qu'il avait posés à ses pieds. À ce moment, quelqu'un tout sauta près de lui, le faisant presque sursauter. « Que le salut soit sur toi, lui dit l'homme. Tu vas bien, on ne se voit plus tellement. »« Bonjour, Sidjulat. Eh oui, une fois ici, une fois là. Et quand je suis là, je rentre assez tard. Et vous, ça va, madame ?» répondit Zian d'un ton enjoué, intrigué cependant de ne pas avoir entendu arriver son interlocuteur, se demandant s'il ne l'avait pas observé avant de se signaler. Alors comme ça, une fois ici, une fois là, la vie d'artiste, quelle chance, cher voisin. Ce n'est pas ce qu'on croit, vous savez, c'est un travail avec ses problèmes, ses ennuis. Un travail, oui, reprit Sidjalat, pensif et ironique. N'empêche du bon temps avec, hein? Zian perçut une certaine insistance qui l'exaspéra. Avec le froideur poli, demanda à son voisin s'il rentrait chez lui. Oui, répondit l'autre. Et puis bon, après il monte les escaliers, je n'ai pas vu faire tout le truc, mais à un moment il lui dit ah, la jeunesse, quand ils arrivent, ouais. Ah, la jeunesse, reprit-il, quelle belle chose. Vous parlez de moi, Sidjulat, j'ai déjà oublié quand j'ai passé le cap des 40 ans, et pour votre part, vous avez encore la baraka, comme on dit. La baraka, ce n'est pas ce que disent mes jambes et mon dos. Après quelques autres banalités, ils arrivèrent au 3e habité de Djulat. Au fait, je voulais te demander, dit-il à voix basse, tu as entendu les bruits là la nuit? Quel bruit demanda Zian. Des bruits quoi? On se permet tout maintenant. Plus de respect, je te dis. J'ai bien entendu une chignole la semaine dernière. À mon retour, 2 nuits de suite, jusqu'à 10 heures, au moins, je me couche là, mais ça m'a énervé. J'ai essayé de voir d'où ça venait, mais avec ces murs en béton, ça résonne dans tous les sens. La chignole, c'est cet imbécile du premier, le type de la mairie. Quand je pense qu'il me doit son poste à l'état civil, et maintenant, quand j'ai besoin d'un extrait de naissance, il me laisse poireauter cet ingrat. On a fini par le repérer et il l'a arrêté. Effectivement, ça s'est arrêté comme on passe Zian, sans vouloir s'étendre davantage. Zian vivait dans l'immeuble depuis plus de 30 ans, mais il veillait à garder ses distances. Aussi chaleureux que possible, il évitait les familiarités qui mènent vite à l'intrusion. Il avait inscrit son attitude sous le label de la distanciation brechtienne, et cela l'amusait de l'utiliser davantage dans sa vie privée que dans ses pièces de théâtre. Prendre ses distances par rapport à la réalité, disait Bertolt Brecht. Au fond, c'est ce qu'il faisait tous les jours. Pas question de laisser ses voisins entrer dans son existence et, par d'imperceptibles grignotements, finir par l'envahir. Mais il avait grandi à la régie du ruisseau, à une époque où les portes n'étaient jamais fermées, où toutes les familles se connaissaient et se fréquentaient en permanence. On partageait tout, depuis la poignée de sel qui manquait jusqu'aux grands événements historiques. Après tout, s'il pouvait être brechtien dans son métier, il ne pouvait être allemand dans sa vie. À plus forte raison à Alger, où s'incrustaient tant de bribes de villages semblables aux alvéoles d'une immense ruche de briques et de ciment. Il s'efforçait cependant de maintenir une ligne de démarcation entre la solidarité de voisinage,
dont ses parents défunts avaient été un merveilleux exemple, et l'insupportable ingérence mutuelle. Il se souvint vaguement d'une phrase qu'il avait marquée, d'un autre Allemand, Nietzsche, dans le gai savoir croyait-il, quelque chose comme poser tout le temps et à propos de tout des questions sur ses voisins fait le lit du totalitarisme. Ainsi, quand Villette lui avait parlé du voisin du premier, Zien avait pris l'expression fermée qu'il utilisait dans ces circonstances discrètes mais efficaces. Voilà. Et il y a, après ça se développe, vous allez voir comment très rapidement, je vais vous faire. Je me suis amusé avec lui. C'est un extrait de votre recueil de nouvelles, Les Traverses d'Alger, Voilà. qui est paru en 2015 et que l'on peut trouver dans les librairies. 2016. Pas de réédition prévue. J'espère, il faut voir l'éditeur. Voilà. Bon, alors évidemment, je vais vous raconter un peu ce qui se passe. Bon, évidemment, il y a des bruits bizarres dans l'immeuble. C'est ça le terme de l'origine des bruits. Je vais vous dire un peu et puis à ce moment-là, tout le monde se méfie de tout le monde, parce que c'est la période de la parabole à vivre, et patati, et 2 secondes. Alors, il y eut un petit tapotement qui s'amplifia peu à peu. Zian pensa d'abord à une perceuse à percussion, mais c'était un bruit sourd, comme feutré ou différé. Il posa son oreille contre les murs, dans la cuisine, au salon, dans sa chambre. On ne captait aucune vibration comme cela s'était produit avec la chignole de l'officier d'état civil. Puis le son s'accéléra, prit l'ampleur d'un martèlement sans qu'on puisse en être sûr. Il y avait à l'évidence une source d'où émanaient des coups et c'était tout ce qu'on en pouvait affirmer. Leur nature exacte échappait encore à Zian. Il ouvrit plusieurs fenêtres pour écouter à travers les volets et tenter de localiser leur origine. Ils ne venaient pas du dehors, encore que là aussi, un léger écho extérieur troublait la perception. Une seule certitude s'imposa à lui. On les entendait un peu plus nettement du côté du salon que de celui de la cuisine. À un moment, à la faveur de leur accroissement, il distingua nettement qu'ils venaient de l'intérieur de lui. Puis d'autres sons vinrent se superposer au premier, plus explicites, tellement identifiables que Zien en resta ébahi. C'étaient les bruits d'une scène d'amour particulièrement animée. Les gémissements de la femme suivaient le rythme de son plaisir entre crescendo survolté et plages sonores plus sereines où l'on entendait atténuer ses plaintes amoureuses. L'homme n'était pas en reste. Il accompagnait les élévations langoureuses de sa campagne par des rangs de bûcherons et des borborigmes. Entre cris et râles, ils semblaient échanger des propos, ou plutôt des indications, invitations ou injonctions, mais la propagation diffuse des sons empêchait encore d'en déterminer le sens et même la langue utilisée. Le couple parvint enfin à un paroxysme si bruyant que Zien fut persuadé que les autres bâtiments l'avaient aussi perçu. Il ouvrit légèrement sa porte, l'oreille calée dans l'entrebâillement. Jamais le silence de l'immeuble n'avait été plus lourd et plus parfait. Avant de refermer, il entendit le grincement proche d'une porte. Il pensa aussitôt à Sigelat, avant que des sons similaires ne se produisent plus bas dans la cage d'escalier. Tout le monde écoutait. C'est alors que le manège sonore reprit de plus belle, propageant à nouveau sa scandaleuse volupté à travers les étages
en un final bref mais exubérant, insoutenable manifestation de jouissance, même pour Zien, qui tenait la discrétion comme une vertu de la liberté. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est un peu un instantané de... Bon, si vous lisez, vous saurez comment ça se termine, parce que c'est là-dedans que... Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut commencer peut-être les questions, et puis on pourra rebondir au fur et à mesure sur les axes qui vous intéressent. Quelqu'un voudrait poser une question? Oui, madame? Bonsoir. Je voudrais savoir, je ne sais pas à qui je peux adresser, peut-être à madame là, quel est le souhait de la famille, de la nouvelle famille algérienne, c'est-à-dire du jeune couple qui se marie. Est-ce qu'il veut avoir, parce qu'on parle d'espace, un espace à lui, ou alors est-ce qu'il recherche aussi l'environnement de sa famille, de l'ancienne tribu? Je pense, à mon avis, vous savez, on a actuellement un peu plus que presque 400 000 mariages par an. Donc quand on dit le programme de logement d'1 million, ça ne couvre même pas la moitié, en espérant que certains ont réglé autrement leur logement. Donc ils cherchent, les jeunes couples cherchent, surtout la femme, elle cherche l'autonomie spatiale. Mais comme on a fait le travail, l'autonomie spatiale ne veut pas dire autonomie complète par rapport à la famille, par rapport à des questions essentielles. Hein. Par exemple, quand on a travaillé sur la fécondité, le fait d'avoir des enfants, ça obéit à différentes rationalités. Bon, la rationalité de la femme par rapport à la gestion de son corps, de son planning, temps, sa carrière, etc. La deuxième rationalité, c'est celle du couple quand ça existe. Et la troisième rationalité, c'est la famille, le groupe social, etc., etc. La pression du côté des beaux-parents des deux côtés, etc. Certaines décisions d'achat, de trucs. Voilà, il y a l'autonomie spatiale, mais ça ne veut pas dire autonomie complète. Ça ne veut pas dire autonomie complète. Et juste un petit, je voudrais ajouter quelque chose que j'espère que Ferra pourra me répondre. Déjà chez nous, quand on parle autonomie, quand on parle plutôt intimité, l'intimité c'est le jeu. Et bien, quand on fait nos autres entières, il n'y a pas le jeu. C'est Leia, c'est nous, la famille, la belle famille, le houma. Il n'y a pas de jeu. Vous asseyez, vous discutez avec quelqu'un, un mariage, à une salle d'attente, on parle de tout. Vous ne connaissez même pas le nom. Mais là, vous a parlé de son oncle, de son tante, de ses voisins, etc. Le jeu. Et le mouvement moderne, c'est l'émergence de l'individu, du jeu. C'est en train de se construire. Voilà. On se dans des enfants. Je profite du passage du micro. Non, c'est très vite. Pour rappeler une anecdote quand j'étais en sociaux, on en avait. En fait, ça avait été éveillé par un copain du quartier qui m'avait vu avec une fille à Épiard. Alors, il y a prescription, ça s'est passé au siècle dernier. Et je le rencontre au quartier, et il me dit Schfneck. Regarde ces termes, nous t'avons vu. Je lui dis, ah bon, j'étais avec qui? Il me dit, j'étais seul. Et je me suis dit, mais pourquoi il utilise ce pluriel? Je me suis dit, en fait, finalement, il était en train de me dire que son regard à lui n'était pas son regard. Il était un regard délégué par la collectivité pour nous surveiller tous les uns les autres. Je lui ai dit, tu te vois maintenant, et voilà, donc c'était pour vous raconter ça, mais qui est significatif. En fait, pour l'espace, c'est ça. Les couples veulent bien avoir leur propre espace, mais jamais ils ne resteront chez eux. C'est une fois mariés qu'ils retournent. Alors, j'ai un ami, c'est pas un patient, c'est un ami, il m'a dit, j'ai pensé me débarrasser de mon garçon, il s'est marié, mais jamais je ne l'ai vu que maintenant.
Il vient avec sa femme et son enfant. C'est maintenant qu'ils viennent et qu'ils nous demandent de s'occuper de leurs enfants. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un retour vers la famille qui s'opère une fois qu'il y a le mariage. C'est-à-dire qu'il y a une reconstitution d'un mythe familial comme ça a été, comme nous l'imaginons. Je parle de nous, Algériens. Alors, je ne sais pas si c'est ailleurs, ça se passe comme ça. Il n'y a pas, le jeu n'existe pas tout à fait encore. Jamais les enfants ne reviennent à leur maison d'origine qu'une fois mariés. Et puis ils lâchent leurs enfants, ils lâchent tout. Voilà. Merci. Une autre question? Rémi? Moi, je suis très surpris de l'utilisation des réseaux sociaux, notamment de Facebook en Algérie. C'est extrêmement populaire et ça met en, comment dire, ça met en, alors, je sais pas, je ne suis pas arabophone, et donc je ne peux pas analyser tout ce qui peut s'y échanger, mais ça met en évidence justement cette nouvelle notion d'extimité où on met son intimité au vu aussi un petit peu de tout le monde. Et bon, je voulais savoir s'il y a une influence de l'utilisation de ces réseaux sociaux justement sur la façon de s'exprimer ou d'exprimer ses angoisses, ses rêves, ses projets, ses amours, ses envies. Effectivement, avec les réseaux sociaux, il y a une visibilité. Déjà l'image de soi, les photos. Déjà les photos, le décor de la maison, où on a été, etc. Donc ça rend visible les choses. C'est-à-dire bon, est-ce que c'est pour la consommation ostentatoire ou autre, hein? Pour répondre à ta question tout à l'heure, tu sais, même en France, beaucoup de parents, ils essayent d'acheter, enfin quand ils achètent un patrimoine, les enfants essayent de loger pas loin. Pourquoi? Parce que faciliter justement toutes les relations. Et puis nous, en plus, la famille, vous avez vu avec tout ce que nous avons vécu les années 90, c'est la seule structure et l'école qui sont restées debout. Moi je dis l'école, malgré ses imperfections, c'est la seule institution qui est restée debout. Elle a formé des femmes, l'éducation, etc. Quand je vois un père venir de Djelfa qui est content que sa fille ait un magistère, ça ne se faisait pas il y a 20 ans, 30 ans. Hein. Et donc, et la famille aussi est restée debout. Elle a surtout les carences de l'État. La garde des enfants, les malades, les vieux, l'école, les insuffisances de l'école avec les cours, la santé, enfin tout. Donc elle est vraiment épuisée, elle est sollicitée plus qu'il n'en faut. Et pourquoi ils les mettent chez les parents? Parce qu'ils n'ont pas les institutions pour. Parce que le salariat des femmes ailleurs, c'est accompagné de toutes les infrastructures pour pouvoir libérer la femme. Alors, concernant les Facebook, c'est un phénomène extraordinaire. Quand Zéphira m'a téléphoné pour me dire est-ce qu'on peut parler de l'intimité, moi la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les réseaux sociaux. Cette façon qu'ont les jeunes à s'exposer, parce que c'est vraiment une exposition extraordinaire, et en même temps ils le font en cachette de leurs parents, des voisins. Et ils ont l'impression que personne ne les voit alors qu'ils sont exposés. Et je pense qu'on est dans cette je m'expose mais je me cache, voilà. Ils savent pas l'utiliser, et c'est une manière comme une autre de devenir des sujets, mais malheureusement, comme dans toutes les sociétés où on est opprimé, l'exposition se fait très très mal. Voilà. Alors, Facebook, c'est un endroit virtuel. Et tout à l'heure, je vous parlais en rigolant de mon ami avec qui on avait fait des cartes, des lieux permissifs et tout de la ville. De la même façon, pour eux, pour ces jeunes, parce que moi je discute beaucoup avec les jeunes de mon quartier, et je leur dis, attends, t'as pas peur que Bébé, il va avoir ça, et il va te... Et en fait, pour lui, c'est un lieu où son père n'ira pas.
C'est un autre quartier, voilà. Et comme moi, auparavant, il y a un autre quartier où je savais que mon père n'allait pas, où elle avait peu de chance d'y aller, et donc j'allais faire mes bêtises là-bas, voilà. Et donc j'imagine que pour eux, c'est ça. Oui. Oui. Moi, je voulais savoir s'il y avait une répercussion sur les enfants, cette promiscuité, disons, la promiscuité des parents qui dorment avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a une répercussion psychologique sur les enfants? Moi, je vais appeler Freud au secours. Freud parlait de la scène primitive. C'est-à-dire que c'est la scène où un enfant qui n'a pas encore les mots qui sont construits, qui ne connaît pas les représentations et les symboles, et il voit un homme agresser sa mère et sa mère qui crie. Il a l'impression qu'il l'agresse. C'est-à-dire que c'est, alors pour Freud, c'est une scène primitive qui sera marquée à jamais dans son imaginaire, et il va essayer toute sa vie à défendre sa mère contre ce père violent, tyrannique, qui agresse sa mère toutes les nuits. Alors voilà, mais je ne sais pas si... Non, ça ne s'arrête pas là. Après, il faut accompagner. C'est-à-dire que la mère, quand on est dans un bain de langage. Et si la mère n'accompagne pas ces soins de son enfant par les mots pour dire que ton père, je l'aime, c'est mon compagnon, c'est mon mari, etc., là, il peut mettre, elle met des mots sur ce qui se passe. Mais si elle ne dit pas, là, le pauvre, il est dans des fantasmes incroyables. Est-ce que cette mère-là vient vous voir justement pour parler de ces problèmes, soit liés à la promiscuité ou en tout cas Est-ce que vous avez des patientes ou des patients qui viennent vous voir pour des soucis conjugaux liés ou non à l'espace dans lequel ils vivent? L'espace, non, c'est pas un problème d'espace. C'est un problème de relation. C'est vraiment les relations entre parents. Et c'est les enfants qui viennent me voir, c'est pas les parents. Parce que les parents, pour eux, c'est normal. Non, un enfant ne sait pas, n'entend pas, ne comprend pas. C'est une chose. Il est là, il ne sait pas de quoi ça retourne. Il ne sait pas. C'est pas un animal, mais ça y ressemble un peu. Et donc, c'est les enfants qui viennent me voir bien plus tard pour me dire leurs difficultés, qu'ils haïssent leur père ou qu'ils haïssent leur mère, en tout cas l'un des deux, et qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Ils n'arrivent pas à avoir des relations amoureuses à cause de ce qu'ils ont, de ce que Freud a appelé la scène primitive. Cette scène-là qui a été marquée dans l'imaginaire de l'enfant et qui n'a pas été accompagnée de mots. C'est-à-dire que la mère n'a pas mis des mots sur ce qui s'est passé. C'est mon mari, donc voilà, on s'aime. Toi, tu es notre enfant, tu es le produit de cet amour-là. Oui, mais vous pensez que dans les couples algériens, il y a ce genre de langage entre eux pour expliquer oui, c'est mon mari, je l'aime. Je ne sais pas, quels sont les termes? Non. Franchement, il y en a. Non, mais c'est vrai, mais il y en a. Ça existe. Oui, ce gars-là. Tu as besoin du micro, ce gars-là. Pardon. Moi, je crois que il y a vraiment un problème. Et le problème, bon, effectivement, l'espace joue un rôle. Oui, le problème, c'est un problème de communication. Je crois qu'on ne communique pas assez, et ça, c'est le problème d'abord de l'Algérie et de beaucoup de pays en même temps. Et nous, il y a des tabous derrière. Il y a l'éducation, et quand vous êtes bien éduqué, dès le départ, à votre naissance, on dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, c'est une sorte de mots. Et à la fin, vous avez un certain complexe. Et lorsque vous êtes chez vous,
et vous êtes en train de regarder une image, quelque chose, une tablette et tout ça, la mère ne sait pas expliquer à son enfant, parce qu'il n'y a pas une communication entre l'enfant, quel que ce soit le niveau intellectuel, qui est encore c'est plus grave lorsque la femme, elle est, je dirais pas soumise, mais d'un certain niveau de féminine, elle n'a pas les armes pour pouvoir expliquer à son enfant que telle chose est mauvaise, et là, c'est là le problème. Moi, il y a 3 jours de ça, j'étais en train de regarder la télévision, parce que heureusement il y a cet outil, et je dis aussi Internet, la parole et tout ça, c'est un plus. Mais bien sûr, il y a comment on appelle des limites à ça. Et j'étais en train de voir un procès de viol et tout ça, tel, ceci, et ma femme, donc, elle est venue, elle est en train de regarder, et qu'est-ce que se passe? Ma fille, elle est venue. La réaction de ma femme a dit, elle est en train d'entendre ce problème de viol. Alors j'étais en train de rigoler. Bentek, elle a une couche, mais simplement, il faut lui expliquer, il y a les choses. Ils sont au courant de tous nos enfants. On a l'impression que mais on ne sait pas comment communiquer. Elle a un micro. Et quand on n'est pas là, elle peut zapper. Et simplement, il faut lui dire attention, c'est un outil d'être discipliné, tout ça. Il faut faire attention. Et là, vous ne pouvez pas maîtriser votre enfant dans la rue, à l'école, et avec ses copains et tout ça. C'est ça le problème là. C'est qu'on ne communique pas assez. Il a rigolé là, il a et le viol. Alors qu'ailleurs, ils sont en train, ça rentre dans l'éducation. Au primaire, on leur apprend pour faire attention, pour ne pas se faire avoir par des voyés et tout ça. Et peut-être jusqu'à quand ça va être. C'est ça le problème maintenant. Et là, ça joue beaucoup aussi. Tout à l'heure, quand vous parliez d'espace, on a constaté que plus l'espace est réduit, plus on assimile moins en classe et on ne travaille pas assez. Et le niveau donc, intellectuel, le niveau d'apprentissage, il a été réduit. Et bon, en France, ils l'ont constaté aussi, il s'est avéré que les enfants français sont très faibles en maths. C'est une activité récente. Et pourquoi? Parce qu'ils sont victimes aussi de cet outil, et puis les tablettes et tout le reste. On n'essaie pas de bien les orienter, de dire attention, il n'y a pas que ça. Parce qu'on risque d'être abruti et complètement conditionné et victime de cette nouveauté ou cette intelligence qui est à la mode maintenant, l'intelligence artificielle, et qui va nous détruire nous-mêmes. Et c'est ça ce que je voulais dire. On ne communique pas. Les gens ne communiquent pas avec leurs femmes. Parce que notre génération, elle est très ancienne. Souvent, attention, il ne faut pas dire ça. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est merveilleux ce qui se passe quand même, parce qu'il y a un manque de débat à tous les niveaux, dans les écoles, dans les. Moi, il m'est arrivé de voyager, d'exposer dans les métiers ailleurs, et je vois de l'autre côté, dans les maisons de culture, dans les mairies, ils sont en train de faire de donner des leçons à la communauté et à leurs enfants. Tout le monde. J'ai fait un travail sur la Maïda. On a discuté avec les gens et le rapprochement quand il y a des cousins, cousines qui sont avec nous, les attouchements avec les genoux, c'est un problème d'intimité. Alors un attouchement avec un genou, c'est l'équivalent d'une nuit d'amour, quoi. Tellement c'était important. Mais moi je me pose des questions. Je me pose des questions par exemple à Borabah. Vous savez ce que c'est Borabah? C'est cette fameuse couverture collective. Pourquoi l'avoir créée? Oui, c'est très beau, c'est très très beau comme. Mais aussi, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, Mziane, il y a eu tout le monde se rappelle de la fameuse chasse au couple. Qu'on a vécu à 2 reprises à Alger, ses environs.
Et j'ai eu le plaisir de travailler avec Boulfodil, avec surtout Amar Boras et tout, et on allait avec des gens des Beaux-Arts pour voir. Figurez-vous qu'on est parti au parc zoologique, l'intimité des couples. Vous avez des buissons de la première étoile à la 5e étoile. C'est des buissons préfabriqués. C'est sérieux ça. C'est des habitations. Il y a même des locations pour des nuitées. Ça c'est à Benakloun, c'est pas. Il y a quelqu'un qui a trois enfants. Les 3 enfants ont été conçus dans une R8. Il y a sa maison là avec sa famille et tout, mais il a son R8 toutes les nuits avec sa femme, c'est dans cette R8. J'étais étudiant prof à l'école des Beaux-Arts de Tipaza. Et dans une discussion, parce qu'on avait donné des sujets comme ça, quelqu'un voulait travailler sur quelque chose, sur les rapports qu'il y a il habite Bousmaïl. Il m'a dit, chef, vous parlez d'ouverture d'esprit, est-ce que vous savez comment nous, les jeunes, on voit nos copines avec cet état intégriste, pas de lieu, pas de salle où on peut se voir. Vous savez comment ils se voient jusqu'à présent. Et j'ai parlé à Mustafa, Mustafa Boulfodil, il est en train d'écrire une nouvelle sur ça. Et moi, je vais faire l'illustration. Ils achètent des tickets de bus, Bousmaïn Cherchel, les couples. Ils se mettent dans le bus, ils font l'aller-retour. Quitte à faire l'aller-retour pendant 5 fois la journée. C'est qu'ils s'adaptent. Il n'y a pas une. C'est malheureux, mais c'est du génie. C'est pour ça qu'on parle de transport amoureux. Pas mal. Ce qui est intéressant, tu voulais finir? J'ai oublié, j'avais autre chose. J'ai inscrit, je suis sérieux, mais Alors, pendant que tu cherches, c'est bien parce qu'on a déjà visité Bousmaïl, Benakloun, Alger avec toi. Alors, madame, vous voulez poser une question? Ah oui, s'il vous plaît, voilà. Une dernière chose. À la Casbah, pour les gens qui connaissent la Casbah, il y a des terrasses, bien sûr. Donc, ces terrasses-là, il n'y avait pas d'habitation. Maintenant, il y a des habitations. Des petites habitations, une chambre. Donc, c'est un rapport c'est une culture d'oralité. Si quelqu'un se marie, pour la nuit de noces, il ne va pas à l'hôtel, il n'a pas les sous. Il utilise la maison, la chambre qui est à la terrasse. C'est très sérieux. Et j'ai remarqué, j'ai trouvé à Ma'atka, avec Denis Martinez, on a eu une chance inouïe. À Ma'atka, il y a toute une cité qu'on appelle la cité des anges. C'est une cité ancienne qui est protégée jusqu'à présent, elle est cadenassée. On ne rentre pas sans l'autorisation des chefs du village, Tajman. Et dès que vous rentrez, vous avez une trappe, vous avez un petit tunnel avec une trappe en haut. On a demandé ce que c'est la trappe. Donc c'est une chambre nuptiale. Mais ce qui est beau dans cette chambre nuptiale, il y a des écritures et des dessins du couple. Et le couple peut rester autant de temps qu'il le veut. S'il veut rester 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, la fête n'aura pas lieu si le couple ne descend pas. Et dès qu'il descend, on va voir, et ce truc existe. Bien sûr, ça c'est dans les non-dits. Il y a une seule personne qui a écrit sur ça, c'est le docteur Menesi, qui est marocain. On ne sait pas si c'est le père ou la fille, parce qu'ils ont le même poste. C'est le docteur Menesi, vous pouvez voir ça, qui parle de nos tatouages, de nos traditions et tout, et qui parle de ces lieux intimes en Kabylie, aux Aurès, à Alger. Voilà. Merci, Khaled. Merci. Moi, je voulais votre avis sur une façon de voir les choses, sur ma façon de voir les choses. J'ai l'impression que les générations qui nous ont précédés, notre culture, notre façon de vivre était une façon commune. On vivait en famille, très peu de familles vivaient dès le mariage seules. Aujourd'hui, avec le nouvel habitat et l'ADL et tout ça, on a de plus en plus de familles, de couples, de jeunes couples ont cette possibilité d'avoir leur propre habitat. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans une phase de transition où les nouvelles familles, les nouveaux couples apprennent à vivre seuls. Ils n'ont pas l'habitude. Il y a cette habitude qui m'interpelle des filles, des femmes, qui vont tous les week-ends, qui vont très souvent chez leur mère, dans leur famille d'origine, qui ont du mal encore à voir leur propre
vie, à avoir du plaisir à vivre juste avec leur mari et leurs enfants. Mais j'ai l'impression qu'on est juste dans une étape de transition. On apprend à vivre dans notre petite famille. On ne sait pas encore très bien comment, mais on y va, le jeu se construit petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on y va, mais il va falloir le temps. Vous voulez répondre à ça Madame, Je vais dire que parce que surtout les filles, un peu moins les garçons, bien qu'avec la crise du logement, c'est pas possible. Il n'y a pas eu d'émergence du jeu avant le mariage. Voilà. Ils n'ont pas été habitués à vivre, par exemple, sauf ceux qui viennent à l'université, qui changent le domicile, mais vous avez vu comment les médias et tout les traitent. Oui. Voilà. Donc, avec l'affaire de Hassim Saoud et tout, toutes les femmes qui ont dû aller du nord, vers le sud, vous avez bien vu l'histoire de Hassim Saoud. Oui. Parce que c'est les plus vulnérables. Les cadres étaient dans des trucs gardés, les plus vulnérables, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils louaient dans les bidonvilles ou les quartiers déshérités, voilà. Mais bref, je veux dire qu'il n'y a pas cette expérience. C'est en apprentissage. D'ailleurs, nous, on l'a constaté, parce que quand on demande à la femme, elle garde toujours ce lien avec sa famille, son chèque, sa couturière, sa coiffeuse, le centre de santé, c'est toujours chez les parents. D'ailleurs, dernièrement, il y a une copine de ma fille je lui ai dit, mais comment avec l'ADL à chaud, 12 étages, elle m'a dit, quand l'ascenseur est en panne, lui, il va chez lui, moi, je vais chez moi. Et la question est réglée. Voilà, parce qu'il n'y a pas encore cet ancrage et une autonomie avant le mariage. Donc, du coup, apprendre à en construire, c'est une transition. Mais je vous ai dit, l'autonomie spatiale, c'est pas l'autonomie totale. Oui, absolument. Il y a encore Justement, pour rebondir un petit peu sur s'il vous plaît, de ce sujet-là, du lien qui reste très fort entre particulièrement la femme avec sa famille, parce que sa famille représente aussi un petit peu. Alors, le paradoxe, c'est que déjà avant le mariage, elle est pressée de se marier pour aller dans un autre espace, pour privatiser un peu sa vie. Mais dès qu'elle se marie, elle garde un lien très fort avec sa famille. Et je pense qu'il y a un côté culturel qui fait que la famille représente le garant, le garde-corps, un peu la sécurité, parce qu'en cas de mauvais traitement, il y a toujours une famille qui est là. Et ça, c'est très important pour les femmes. Ça reste très important, il me semble. Oui. Vous voulez réagir ou on passe à une autre question? Oui, pardon, Valérie. Merci. Alors moi je voulais revenir à la question de la promiscuité, du manque d'espace dans les espaces réduits, les petits appartements exigus. Cette question a été traitée dans le cinéma algérien, vous le savez, Marguerite Lato, de Mazar Alouesh, l'excellent Un toit et une famille avec Fawzi Saïchi, Aïch Touknash, on voit toutes ces familles qui sont entassées les unes sur les autres. Alors je m'adresse peut-être à Madame Faïqa. On sait que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, mais il y a bon nombre d'incestes, de déviations, de relations, parce que frères et sœurs dorment ensemble. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, si vous en avez entendu parler? Et puis sur cette séparation des couples, des couches à partir de la quarantaine, l'épouse se dit vieille, entre guillemets, et puis elle va dormir avec ses filles, avec ses filles, voilà, et elle abandonne son mari qui va être peut-être tenté d'aller chercher ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre de la vie affective? Est-ce que vous n'avez pas eu, par exemple, en consultation des cas pareils? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Merci. Alors j'ai eu un homme extraordinaire. Lui, il se plaignait que sa femme, à chaque fois que la nuit arrive, c'est là où elle trouve c'est le moment où elle va faire la lessive, le ménage. Alors il me dit, mais je suis sûre que ma femme est homosexuelle. D'ailleurs, je la soupçonne d'homosexualité. Et là, je lui dis, est-ce que vous l'aidez? Est-ce que vous l'aidez dans ses tâches ménagères? Il me dit, juste au moment où je me mets au lit, c'est le moment où elle va. Alors il me dit, non, moi je peux pas.
moi je travaille beaucoup. Je lui dis, et elle ne travaille pas? Il dit, si, elle travaille. Et on a beaucoup travaillé sur cette notion d'aide dans le couple, dans la répartition des tâches. Bon. Une fois qu'il a commencé à faire la vaisselle, c'était lui qui dormait avant elle. Les choses se sont inversées. En fait, la femme, elle a plein de choses à faire et du coup, si elle va dormir avec sa fille, c'est qu'elle ne peut pas recommencer une autre vie. Alors, il faut qu'elle soit détendue pour passer à l'acte avec son mari. Alors ça c'est d'une part. Pour l'inceste, eh bien l'inceste, c'est pas seulement la promiscuité qui occasionne ça, même dans les familles les plus aisées où il y a l'espace et tout, là aussi ça se passe. Là aussi où ça existe l'inceste. Et ça existe à tous les... Alors, dans une villa, je ne vous dis pas comment aller. La 3 mère... étages, villa commerciale avec le garage en bas. Non, il n'y a pas la mère, elle est tout le temps en voyage parce qu'elle travaille beaucoup. Et le père, c'est lui qui est chargé de travailler à la maison, de garder. Et là, c'est un cas terrible d'inceste. Et c'est la vie ou c'est la fille qui est venue dénoncer cet état de fait, cette situation insupportable, et elle n'osait pas le dire à sa mère parce que sa mère, elle sait que sa mère aimait beaucoup son père, et elle avait l'impression que si jamais elle dénonçait son père, la famille allait éclater, ce qui s'est passé du reste. Voilà, l'inceste, bien sûr, ça existe. Moi, je voudrais quand même rebondir sur la question qui a été posée, parce que bon, d'accord, il a fait la vaisselle et qu'il est fatigué, mais enfin, à mon avis, il y a quand même aussi peut-être une notion de plaisir qui n'est pas reconnue ou assumée dans les couples. Je sais que, on le sait peut-être tous, mais ne serait-ce que pendant le mariage, la mariée, très longtemps, n'avait pas le droit de montrer qu'elle était contente, qu'elle était heureuse. C'est un peu tabou chez nous le plaisir, on va dire physique, dans la relation physique. Tout à l'heure, Karim parlait des couples justement qui avaient leur code pour se retrouver. Déjà, on voit qu'ils sont dans une démarche de consentement et de volonté de se rencontrer. Mais lorsqu'ils sont mariés, en fait, c'est là que ça devient plus compliqué. Il semble que dans l'inconscient de nos familles, le plaisir, on va dire halal, marié, n'est pas forcément accepté ou assumé, et par la femme, peut-être tout autant que par les hommes. Je ne sais pas qui peut... en tout cas, c'est une question que je pose. Je vais passer le micro après, mais... Je me rappelle d'un truc, c'est qu'on recommandait aux mariés de pleurer. J'ai écrit une nouvelle où je parle de ça. On leur disait, il faut que tu pleures, même si tu es heureuse. C'est-à-dire, même si elle avait choisi, même si elle avait choisi le type, qu'il l'avait choisi, qu'ils avaient un amour indépendant, j'allais dire, ce n'était pas une alliance familiale et tout, on leur disait, mais il faut pleurer. Et pourquoi? Parce que tu ne dois pas montrer que tu es trop heureuse, parce que si tu es trop heureuse, on va penser à ça, comme disent ces cocos de psychanalyse. Moi ça, et puis le ça. Le ça, donc ils vont penser au ça. Donc il faut que tu fasses la cœur et que tu pleures un maximum. Tout le proverbe d'ailleurs, qu'est-ce qui fera sortir la mariée de la maison de son père quand elle part, parce qu'elle doit s'agripper au mur et hurler comme si qu'on l'enlevait, voilà. Sinon ça n'a plus de... Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui, ils ont ce problème. Je ne pense pas. Moi, les couples que je reçois, je les reçois, les femmes ou les hommes qui n'ont pas ce problème de ne pas montrer de la jouissance. Au contraire, et les femmes et les hommes réclament la jouissance et ils sont fiers de cette jouissance. Mais le drame, c'est que quelles sont les conditions qui sont offertes
à l'un et à l'autre pour que jouissance ait lieu. C'est-à-dire que la femme, après son journée de travail à l'extérieur de la maison, elle vient à l'extérieur de la maison, elle vient à la maison, elle a une deuxième journée de travail avec les enfants, à leur donner le bain, à faire la cuisine, à débarrasser la table. Elle ne va s'occuper non plus du mari. Voilà, il y a quelque chose qui, je pense que c'est les hommes, et s'ils comprennent ça, plein de choses vont être réglées. Et dans le passé, ça se passait comment? Parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais si on devait comparer ça il y a peut-être 30, 40 ans, pour ne pas aller trop loin. Alors, dans le passé, à mon avis, je vais prendre un exemple que je connais le mieux, mes parents. Parce que c'est comme ça que j'ai été en analyse, hein, c'est à cause d'eux. Alors, mon père, quand il cherche sa femme, donc ma mère, donc, il commence à gueuler, à hurler, à faire des esclandres. Alors nous tous on s'enfuit, et ma mère, elle dit encore, et elle s'en va. Elle rentre avec lui dans la chambre. Donc voilà, ça se passait comme ça, mais je peux vous le dire qu'elle prenait son pied. Parce que pendant très longtemps, ma mère, elle disait, moi, dès que ton père me touche, j'ai un enfant. La pauvre, elle a eu 24 enfants. Ils ne sont pas tous vivants, mais elle a eu 24 enfants. Et... Alors, pendant très longtemps, je pensais que c'était vraiment barbe bleue. Et puis mon psychanalyste m'a dit, mais elle y allait. Il l'a touchée, mais elle allait réclamer qu'il la touche. Donc voilà, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça il y avait des non-dits, des plaisirs, comme racontait Karim, concernant les plages, comment ça se passait. Je veux dire qu'il y avait quand même de la séduction, de l'amour, du plaisir, de la jouissance. Je ne pense pas que toutes les femmes étaient comme ça, mais je pense que la majorité, il y avait de la jouissance. Je parle d'avant. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou si vous voulez intervenir? La jeunesse? Moi, je voulais quand même reprendre Shegran. Je voulais franchement lui rendre hommage. Moi, ma première planche à linge, c'était celle de Shegran, et je l'ai achetée en hommage à ma mère. Vraiment, je sais qu'il l'a fait en hommage à sa mère, et vraiment, elle est toujours là, et j'adore cette planche. Et on aura l'occasion, enfin, on a déjà l'occasion d'admirer les œuvres de Shegran. Je crois que la planche à laver, il y a un sentiment, et c'est un outil qui n'est pas démodé, et on en aura besoin. Je suppose que votre machine à laver, elle est en panne. Et dans toutes les familles, la planche à laver n'est pas automatiquement africaine ou algérienne. Elle est dans tout le monde, partout. Ça existe partout, et il y a des différentes cultures. Et pour moi, d'abord c'est un support, parce qu'il fallait, dans l'école, donc je suis issu d'Alger, de la récup, des signes, des symboles et tout ça, et donc c'est un support qu'on voit qui est noble et qui est très important. Alors il m'est arrivé, et c'est extraordinaire, dont vous faites aussi certainement partie, une dame, elle est venue, il y avait une planche, mais c'était plus une planche, c'était presque une feuille de contreplaqué, tellement qu'elle a été utilisée. Elle appartenait donc à son arrière de ma mère, et chaque fois que si la fille se marie, l'autre la donne à la fille, ainsi de suite. Et puis elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
mais j'aimerais que vous me fassiez un dessin, et sur un côté, ne pas toucher l'autre côté. Je dis pourquoi? Moi je ne travaille pas sur l'autre côté. Mais pourquoi cette question? Elle m'a dit qu'on sente que c'est quand même une couche à laver, parce qu'elle avait une valeur sentimentale. Alors, est-ce que c'est votre cas aussi? C'est moi qui pose la question. Voilà. Tu vas faire ton Une réponse. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je prends dehors, des allez-y. Alors, C'est important pour moi. Alors, si c'est important pour vous, oui, ma mère, elle lavait sur la planche, elle a lavé le linge sur la planche à linge. Ouais. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette planche-là, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai achetée. À l'époque, ça m'a coûté énormément d'argent. J'en avais pas beaucoup, mais je l'ai achetée quand même. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on nous allons bientôt. Oui, monsieur. En fait, en dehors du problème de l'espace dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que la première barrière à l'intimité quand même en Algérie, ce n'est pas plutôt le dictat de l'identité collective? C'est-à-dire dans le sens où il y a beaucoup de religieux, beaucoup de... la société en Algérie nous fait penser que c'est un petit peu une xénophobie universaliste au final, un petit peu, dans le sens où la société nous rejette parce que nous ne lui ressemblons pas. C'est-à-dire que c'est là le premier problème. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je vous donne un exemple tout bête de la vie de tous les jours. Les gens trouvent anormal que vous leur demandiez de déplacer leur voiture pendant qu'ils vont à la prière du vendredi. Un très bel exemple. Donc, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, l'autre a déjà décidé que dans votre vie quotidienne, vous deviez aller à la mosquée le vendredi, entre 13h et entre midi et 13h. Donc au final, est-ce que vous ne pensez pas que l'intimité, c'est-à-dire cette barrière qui ne vous laisse pas vous vivre vous-même, ce ne serait pas plutôt d'abord le dictat de l'identité collective? Merci. Peut-être madame. Non, vous venez d'arriver ou bien vous étiez là? Non, parce que Madame Hadid Chérifa a parlé déjà du fait que le jeu, JE, était, méprisé ou ignoré complètement. Bon, la différence, je pense, c'est que vous insistez sur la dimension religieuse. C'est sûr que l'exercice religieux qui est surtout dans l'islam, qui est basé sur le jama'a et tout ça, crée ce type de situation. Mais on est dans une société qui, globalement, pas seulement par les facteurs religieux, mais aussi même par des facteurs économiques, produit des situations comme il y a une désorganisation ou une organisation insuffisante, par exemple, des services publics, des services sociaux. Quand vous tombez malade, vous appelez un copain médecin. Quand vous, il y a des réseaux de solidarité qui se créent pour, pallier aux insuffisances de la collectivité, si ce n'est pas de l'ensemble de l'institution. Et donc, il y a une nécessaire solidarité. Je veux dire, il ne faut pas être seulement dans la dénonciation ou la promotion de ce genre de choses. Il faut analyser. Analyser, c'est dire, je le disais tout à l'heure en racontant l'histoire du mec dans les escaliers et tout, il y a la solidarité aussi. Et elle est inévitable. Je vais vous raconter un truc dernièrement, mais qui est complètement basique et idiot. Je suis chez moi, tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. Donc, je dis, il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? J'appelle... moi, je me suis mis dans un truc moderne. Je dis, au XXIe siècle, j'ai une société que je paie. Sur les factures, ils m'ont mis un numéro vert. J'appelle ce numéro vert, ils ne me répondent pas. Je rappelle, ils me disent non, on ne vous a pas coupé. Je dis, mais il n'y a pas d'eau et tout. Donc je me dis, peut-être qu'ils ont raison. Je sors au premier étage, la colonne montante a explosé.
et l'eau qui se déversait, et les voisins qui sortent, et on découvre avec horreur que l'eau se déverse sur le tableau électrique de l'immeuble qui allait sauter. On ne savait même pas où le couper, on a appelé les pompiers. Là, c'est un jeune du quartier, mais qui est un héros pour moi et à la fois un fou. Il est rentré là-dedans, il a couvert de plastique tout le bloc électrique, on a réussi à couper l'eau. Ensuite, on s'est retrouvé face aux institutions. Donc, la CA, ils nous ont dit, nous, dès que la rue se termine, on n'est plus concernés. On est parti à la mairie, kiff. Et ben, on s'est réunis, on a mis de l'argent et on a tout refait, alors qu'on n'a pas le droit. C'est des installations qui sont en amont de nos compteurs. Mais si on n'avait pas fait ça, on serait sans eau et électricité. Donc il y a aussi cette contrainte, j'allais dire socio-économique, qui amène à des réflexes de solidarité qui sont quasi tribaux. Je veux dire, on se réunit. C'est à la fois beau et en même temps, tu dois payer le prix, mon frère, parce qu'après, tu dois être dans un rapport d'identification c'est ce que je racontais dans le texte que je lisais. Justement, nous parlions tout à l'heure des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est peut-être justement la réaction d'une jeunesse face à tout ça, qui essaye justement de se construire une individualité ailleurs que dans cette société qui les surveille. Mais tu sais, si tu permets que je te tutoie, moi je dis jamais d'abord réseaux sociaux, parce que j'ai lu le document de marketing de la société Facebook. C'est une invention du service marketing de monsieur Facebook, qui a dit, on va dire, c'est des réseaux sociaux. Un réseau social, tu as une grande sociologue ici, elle va te dire ce que c'est qu'un réseau social. C'est quelque chose qui est dans la réalité. Moi, j'écris toujours, tu liras mes articles, je dis les réseaux dits sociaux. On l'a vu dans des conjonctures politiques, quand en Égypte, tout un mouvement s'est constitué sur la base des réseaux dits sociaux, encore une fois, parce qu'après, dans la société réelle, c'est pas ceux qui envoyaient des messages par Facebook et autres réseaux qui se sont trouvés les maîtres du terrain. Donc, pour moi, déjà, j'exclus ça. Ensuite, contrairement, moi, ce que j'observe, c'est que Facebook est à la fois un moyen de s'exprimer personnellement et de s'illusionner peut-être d'une liberté totale d'expression, mais ça devient aussi Big Brother. Je veux dire, il y a une surveillance de tous sur l'un, il y a des manières, des coercitions morales ou culturelles qui se font à travers ces réseaux. Alors, oui, les deux dernières questions. Donc voilà, Rostam et ensuite Madame. Et après, on peut aussi répondre par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai un client qui se trouve être hôtelier, et quand j'ai posé la question par rapport, parce qu'une fois je suis parti avec ma femme. Il faut dire qu'est-ce que vous faites. Ah oui, bon, je suis cofondateur d'une entreprise dans le domaine de la communication, de la formation, de façon générale, et je suis coach. Et il est un de nos soutiens pour les pupitres Bartissimo, donc c'est Booster Consulting. Oui. Et parce qu'une fois j'étais avec ma femme et j'ai oublié le livret de famille. Heureusement que je connaissais l'hôtel. Il m'a dit son livret de famille, je ne peux pas vous donner une chance, ça on connaît ça. Et donc j'ai posé la question à quelqu'un que je connais bien, il m'a dit qu'il n'y avait pas de loi. Non. Ben oui, c'est pas une loi en fait. C'est quelque chose qu'on a vécu depuis les années 60, 70, c'est une pratique. Et on me racontait, je suis pas si vieux que ça, mais les années 70, les policiers aussi avaient le droit de vérifier, quand un couple était dans la voiture, de demander le livret de famille. Donc, pardon ? Elle disait même dans les années 90. Voilà, c'est possible. Donc, je pense que ça s'est inscrit il y a très très longtemps. C'est pas une question, on va dire, de religion ou autre, mais c'est plus sociétal. Et quand on parle de ça, et de liberté, je pense que c'est quelque chose qui a été
On dit très souvent que c'est les lois et tout ça, mais non, c'est quelque chose qui a été inscrit, c'est des pratiques. Et j'ai été vraiment très surpris de savoir que c'était pas une loi. De présenter un livret de famille. En fait, quelqu'un qui ouvre un hôtel, ben, il s'inscrit dans une tradition, on va dire, de demander le livret de famille. Et c'est malheureux. Mais un certain nombre d'étoiles, on n'exige pas. Voilà. C'est l'appréciation. Hein. Surtout au parc zoologique. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. Non, c'est mieux. Un certain nombre d'étoiles, par exemple à partir de 3 étoiles, le cas des familles n'est plus exigé. Mais la boisson est autorisée. C'est un cercle vicieux. Les hôtels de moins de 3 étoiles, en fait de 4 étoiles, il n'y a pas de boisson alcoolisée. Et donc l'accès aux chambres est permis sans carnet de famille. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour favoriser, pour que les gens puissent venir consommer et D'accord. consommer. Mais à partir de 5 étoiles, là, Non, on 5 demande... étoiles, c'est bon, ça vous appartient. Merci. Voilà. Là, on rentre dans les méandres. le Alger underground. Madame, Non, on a ce problème, pardon, on invite beaucoup d'étrangers. Mais même à l'étranger, c'est la même chose, attention, détrompez-vous. Hein. Vous n'avez pas droit à des chambres. Hein. On invite beaucoup d'étrangers. Mais non. Ça, en Arabie Saoudite. Non, je dis qu'on reçoit ce problème-là, quand on reçoit des délégations, on est obligé, même s'il y a des couples qui ne sont pas mariés et qui viennent, de payer 2 chambres au lieu de payer une. Je veux dire, pas à l'étranger. Alors, oui. C'est pas gentil. Je suis en train de travailler sur une nouvelle, je ne sais pas si elle va sortir, mais elle est basée sur une histoire vraie. C'est dans un village en Kabylie, maison traditionnelle à Écourt, et un type émigré arrive, comme il était très pauvre, en plus il était parti, c'est les gens les plus pauvres qui ont émigré de toute façon. Il revient avec son argent, il veut se venger entre guillemets, il construit quasiment un petit building. Et il a la vue sur la cour de son voisin. Son voisin va le voir, il lui dit écoute, il essaie gentiment, il convoque la Juma, et le type n'écoute pas, il dépose plainte, il n'a pas qu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se balader tout nu dans sa cour. Non mais c'est vrai cette histoire. Et le gars vient l'agresser. Il lui dit comment tu te mets tout nu dans ta cour? Il lui dit va déposer plainte. Il lui dit va déposer plainte. Il lui a dit mais ta jeune soeur t'aime ça ou quoi? Qu'il ne peut pas déposer plainte. Et donc je ne sais pas où va arriver ça, cette histoire, mais bon, Alors une dernière question et on va arrêter là. Allez-y. Pour participer au débat, j'ai entendu parler du jeu, enfin, plusieurs fois de l'individu. Je pense que le jeu le jeu advient, c'est-à-dire c'est un processus auquel on arrive. Hein, on n'est pas individu parce qu'on a un nom sur notre vie l'extrait de naissance, mais Maïra et tous ici, je vous remercie de parler de ça autrement. C'est un processus qui se construit dans sa famille, à l'école, dans son quartier, à différents moments, et je vous remercie pour cet espace. Je crois ici aussi, le fait que chacun donne son point de vue est une façon d'advenir dans ce jeu. Et voilà. Je voulais juste tirer une petite, je ne sais pas si c'est pas une sonnette d'alarme, j'aime pas le mot, disons un point de vue pour la nuance. Beaucoup le sont quand on parle de son expérience, de son point de vue, mais dès lors que l'on commence à généraliser, à globaliser, là je me dis attention, il y a danger. Hein. Nous sommes ce que nous sommes en tant qu'individus. Je suis algérienne avec mes appartenances culturelles, collectives, mais aussi avec cette individualisation. Hein, c'est tout un processus
Hein, j'y ai mis du mien, l'éducation que j'ai eue, l'espace que j'ai eu, parce que j'ai eu ma chambre peut-être, mais c'est complexe. Et le danger, c'est que quand on commence dès lors là, c'est le langage, excusez-moi avec le respect que j'ai pour vous jeunes, vous avez l'âge de ma fille, mais c'est le danger de réduire, d'aller vite, de chatter, de dire bon, on a envie, on est jeune, on est dans la vie, on a envie de dire plein de choses, et les clivages, c'est-à-dire kahla ou la béda, bon, mauvais, extérieur, intérieur. On a vu que l'exemple que vient de donner Louziane Farhani, il est à l'intérieur ou à l'extérieur dans son jardin? Il est à l'intérieur ou à l'extérieur dans son jardin? Oui, c'est privé ou c'est public? Non, c'est juste c'est la question. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir été présent. J'espère que cette rencontre a suscité votre intérêt. Merci beaucoup à nos invités. Alors, juste pour vous donner un peu un avant-goût de ce que sera cette série de rencontres sur Alger, la prochaine rencontre aura pour thème les lieux, donc toujours lieu de vie et histoire de lieu, histoire de vie. J'y arrive. Donc, on va parler de l'amour. Voilà. Alors, on avait, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, on a évoqué un peu ce sujet, sauf que là, on va le centrer, on va l'orienter sur les lieux, des espaces où des histoires d'amour ont été vécues dans le passé et bien entendu avec une projection, en tout cas sur déjà notre présent et pourquoi pas le futur. Donc nous allons, ça sera pour le mois de mars. Nous parlerons aussi des lieux de douleur. Alors ça sera peut-être un peu plus difficile, mais en tout cas ça fait aussi, ces lieux-là font partie aussi de notre environnement et de notre vie. Et il y aura aussi les lieux de foisonnement culturel, les lieux de culture, parce que ça aussi c'est important. Artissimo en fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on s'interrogera notamment sur la question dont on consomme aujourd'hui la culture en fait. Et la dernière rencontre portera sur les lieux de spiritualité. Voilà, donc nous vous enverrons ça au fur et à mesure. J'espère que vous serez tous présents au rendez-vous. Tous les mois, il y aura un artiste, bien entendu. Là, je vous laisse encore quelques surprises. On ne va pas tout vous donner d'un coup. Donc, encore une fois, merci. Donc, je vous invite maintenant à déguster avec nous une collation et surtout à visiter l'exposition de M. Nordin Chegran qui est avec nous. Merci encore d'avoir été là.